Donc, bonsoir Harry Sokol, merci beaucoup de répondre à notre interview exclusive justement sur le suivi et l'enjeu du suivi des malades et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Dans le contexte, en fait, l'AFA a effectivement lancé un appel à projet exceptionnel pour une bourse exceptionnelle de 300 000 euros sur le sujet du suivi des maladies, on en reparlera. Ce sujet et cette thématique a été choisi majoritairement par les patients puisqu'ils ont eu l'occasion de voter pendant tout le mois de septembre sur la thématique de recherche qu'ils trouvaient la plus intéressante. Et c'est donc l'enjeu du suivi des MICI qui a été sélectionné pour cet appel à projet. Alors, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a un enjeu dans le suivi des MICI. Donc, professeur Harry Sokol, pourquoi cet enjeu, finalement, a pris autant d'importance ces dernières années? En fait, le suivi des MICI, c'est comme finalement dans beaucoup de maladies chroniques, c'est un enjeu en fait depuis assez longtemps. Je dirais que ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup plus d'options thérapeutiques différentes. Et du fait qu'on ait des options thérapeutiques différentes, on veut essayer de placer ces options thérapeutiques le mieux possible pour le patient. Et évidemment, quand on avait moins d'options thérapeutiques, quand on avait en gros les corticoïdes et éventuellement les anti-TNF-alpha, il n'y avait pas beaucoup de raisonnement malheureusement à avoir. De toute façon, on n'avait pas beaucoup de choix. Là, maintenant, on a beaucoup plus de choix. On peut se permettre de changer de médicament parce qu'on pense que la maladie est en train de se réactiver. Voilà, c'est le fait d'avoir ces différentes options, je pense, qui fait que maintenant, on a un œil encore plus, on va dire, intéressé vers les modalités de suivi. Est-ce que le fait, par exemple, que les malades sont plus en ambulatoire, c'est-à-dire plus avec des traitements à domicile, change aussi quelque chose dans le suivi? Est-ce que c'est un enjeu pour le suivi de ces malades? Alors, ça change un petit peu, mais je dirais que ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut suivre une maladie inflammatoire de l'intestin, l'activité de la maladie, on a quelques marqueurs sanguins, comme la C-réactive protéine, c'est la fameuse CRP. On a un petit peu la calprotectine fécale avec les limites liées au remboursement, aussi des limites qui sont liées au fait que ça marche bien pour le côlon, peut-être un petit peu moins pour les maladies qui touchent les parties un peu plus supérieures du tube digestif et l'intestin grêle. De la même manière, pour la CRP, ce n'est pas toujours parfait. On a des patients qui ont une authentique inflammation dans l'intestin et une CRP strictement normale. Et donc, finalement, on en revient à des examens un petit peu plus compliqués, un peu plus invasifs, moins agréables pour le patient, coloscopie, entéro-IRM, etc. Et donc, évidemment, ce ne sont pas des examens qu'on peut faire tous les 4 matins. Et donc, on a un vrai besoin d'outils pour monitorer l'activité de la maladie de manière non invasive, qui ne rebute pas les patients, parce que si le patient ne veut pas faire l'examen, bah, c'est lui qui a la décision quand même à la fin, donc il ne va pas le faire, et en même temps qu'il soit bien sûr efficace. Donc voilà, les enjeux, ils sont vraiment là. Alors, dans le détail, qu'est-ce qu'on doit suivre ou surveiller et pourquoi on doit suivre ou surveiller un certain nombre de paramètres dans ces maladies? Oui, ça, c'est un point qui est très important et sur lequel je pense que tout gastro-entérologue qui suit un patient qui a une MICI doit communiquer, doit expliquer pourquoi est-ce qu'il demande ces examens. Évidemment, le patient, lui, ce qu'il voit, c'est son propre cas et il voit la situation à un temps T et notamment ce qu'il ressent. Et donc, évidemment, ce qui va l'intéresser, c'est son confort et c'est évidemment normal. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il est gêné dans sa vie sociale? Voilà. Après, il ne voit pas forcément ou il n'a pas forcément conscience que potentiellement, même s'il va bien et que sa maladie reste active, il peut y avoir des conséquences, non pas aujourd'hui, non pas demain, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Et ça peut être des conséquences graves pour la qualité de vie et voire même au-delà. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'il faut surveiller l'activité de la maladie? C'est pour s'assurer que la maladie ne détruit pas l'intestin.
Parce que si la maladie détruit l'intestin, à un moment donné, l'intestin ne pourra plus remplir son rôle. Donc, pour la maladie de Crohn, ça va être, il peut y avoir des fistules qui se créent, des abcès, ce genre de choses. Et donc, la nécessité d'opérer. Et évidemment, l'intestin n'a pas une longueur infinie. Donc, si on opère, mis à part, bien sûr, toutes les problématiques liées à la chirurgie elle-même, en enlevant la zone malade, au bout d'un moment, il n'y a plus d'intestin. Et pour la rectocolite hémorragique, c'est la perte de fonction du côlon qui est de la fonction de réservoir, et ce qui fait que du coup, le patient n'a plus la possibilité de garder les selles, et donc il peut y avoir des selles très fréquentes, voire de l'incontinence. Donc ça, je dirais que c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, ce sont les complications liées à l'inflammation. On en connaît, on commence à connaître vraiment de mieux en mieux ces problématiques. Donc, il y a d'abord, peut-être ce qui fait le plus peur aux médecins, mais aussi aux patients, c'est le cancer. On sait que l'inflammation chronique, que ce soit dans le côlon ou dans l'intestin grêle, ça augmente le risque de cancer. Et donc, on peut se sentir très bien et en fait avoir un petit cancer qui est en train de se développer. Donc, et ça, on sait que si on contrôle l'inflammation, le risque de cancer diminue de manière extrêmement nette. Le deuxième risque qui émerge maintenant, ce sont les risques métaboliques, entre guillemets, liés à l'inflammation chronique. On est en train de se rendre compte, et c'est notamment des travaux qui ont été faits par des collègues, notamment le docteur Kirchgessner dans le service, qui a montré que l'inflammation chronique augmentait les risques cardiovasculaires, y compris chez les jeunes patients. Donc, on peut, et ça c'est extrêmement insidieux parce qu'on peut se sentir très bien, n'avoir aucun symptôme digestif, avoir une vie complètement normale, mais avoir une C-réactive protéine qui reste élevée à 8, 10, 15. Et c'était le genre de choses qui, il y a quelques années, je dirais qu'on aurait toléré en disant finalement l'important c'est que le patient aille bien. Il n'y a pas de risque immédiat évident. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question et on se dit non, on ne doit plus tolérer ça parce qu'on augmente chez un sujet jeune de 25 ans, si on augmente de manière nette son risque cardiovasculaire dans les 10-15 ans à venir, c'est quand même potentiellement extrêmement grave. Donc, voilà, je dirais que c'est les complications liées au fait que le tube digestif est abîmé, les complications en termes de cancer, les complications métaboliques. Et évidemment, si on fait toutes ces surveillances, si on veut monitorer la maladie, c'est parce qu'on peut faire des choses. Encore une fois, il y a quelques années, quand on avait moins d'options thérapeutiques, de toute façon, on ne pouvait pas faire énormément de choses. Donc, surveiller, c'est bien, mais si c'est juste pour surveiller et dire oui, on ne peut rien faire de plus, ça a moins d'intérêt. Aujourd'hui, on a plus d'options thérapeutiques. On a aussi beaucoup plus d'interactions avec les chirurgiens. On sait que faire une intervention chirurgicale au bon moment, limitée, c'est probablement, c'est pas forcément un échec, ça peut vraiment s'inscrire dans la stratégie thérapeutique pour le malade. Et donc, il y a des conséquences. C'est pour ça que avoir une surveillance de l'activité de la maladie, c'est quelque chose qui est intéressant pour le patient. Alors, donc, vous en avez parlé effectivement de tous ces outils déjà existants. Ça va finalement de l'analyse biologique, la CRP, des analyses biologiques comme la calprotectine, jusqu'à effectivement la coloscopie ou d'autres types d'outils existants qui peuvent être effectivement assez invasifs pour les patients. Quelle est la place de l'auto-suivi, en fait? C'est-à-dire, est-ce que l'auto-suivi par le patient peut être efficace en termes de prévention? Vous savez, quand il y a, par exemple, des campagnes d'autopalpation pour le cancer du sein, l'auto-suivi a-t-il une place, finalement, dans le suivi de la maladie? Alors, aujourd'hui, il a une place assez limitée dans le sens où c'est essentiellement ce que les symptômes que le patient va ressentir et qu'il va rapporter à son médecin à chaque consultation. Il y a déjà, à mon avis, beaucoup de progrès à faire sur des recueils un petit peu plus automatisés, numériques, où le patient pourrait compléter une fois par semaine son état digestif. Bon, ça permettrait d'avoir des éléments prospectifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement recueillis par le médecin au moment où il voit le patient, où le patient va lui dire « Ah oui, je me rappelle, il y a 2 mois et demi, pendant quelques jours, je n'étais pas bien ». Forcément, on est moins précis que si le jour où on ne va pas bien, on écrit ouais, là j'ai eu 5 selles sanglantes, ça ne s'est pas bien passé, etc.
Donc ça, c'est la première chose. Et là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour améliorer ces aspects-là. Après, l'objectif idéal de la surveillance, ce n'est pas de recueillir les symptômes, parce que, entre guillemets, si le patient est déjà en poussée et qu'il a des symptômes, je dirais que c'est presque trop tard. L'objectif, c'est de monitorer l'activité de la maladie et de détecter une réactivation de la maladie avant même que les symptômes arrivent, pour que, on puisse éviter la poussée, tout simplement, donc le médecin soit au courant et qu'on dise, là, il faut augmenter la dose du médicament, changer de médicament, ou en tout cas faire quelque chose pour éviter que les symptômes arrivent. Et en même temps, on sait qu'en faisant ça, on va réduire la période de temps pendant laquelle le patient est actif, donc a une inflammation, et donc on va réduire tout le reste. Évidemment, si on a des marqueurs, des systèmes simples qui permettent que le patient puisse faire ça tout seul à la maison, ça serait génial. Je vais vous donner un exemple très simple. Ma femme est diabétologue. Ses patients, ils se surveillent la glycémie à la maison tout seul, et même maintenant avec des outils numériques qui font que la glycémie est prise quasiment en temps réel chez les patients. Et évidemment que ça change tout. Ça change tout. Donc, aller vers ce genre de système, ça serait évidemment idéal, parce que ça permet que le patient soit lui-même en charge, entre guillemets, d'une partie de cette surveillance. Ça lui permet aussi de voir sa maladie, et ça, je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà des symptômes, si le patient peut voir un élément lié à sa maladie, ça lui permet de gérer les choses et qu'il soit peut-être plus conscient aussi que uniquement quand il a un scanner ou une IRM une fois de temps en temps. Voilà, donc oui, ça c'est vraiment un objectif très, très intéressant. Malheureusement, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a eu quelques essais, dans quelques centres, pas en France, à ma connaissance, d'autotests vis-à-vis de la calprotectine, par exemple. Mais ça reste c'est des selles d'abord, donc il faut quand même manipuler. Ce n'est pas forcément évident. Il y a certains patients qui sont un peu rebutés, ce qu'on peut comprendre. Et la calprotectine n'est pas du tout un test parfait, notamment, comme on le disait, pour la maladie Crohn du grêle, où ça semble quand même vraiment moins performant. Donc, on a besoin de nouveaux marqueurs pour suivre les patients de manière la moins invasive possible et qui, si possible, puissent être transposables à la maison. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, si déjà on peut avoir ce que les Anglais, les Américains disent point of care, c'est-à-dire vraiment avoir un test immédiat où on a la réponse immédiate, déjà, ça serait super. Le patient, il va dans une pharmacie ou chez son médecin, il fait le test, il a le résultat immédiatement. Ce serait une étape intermédiaire qui serait déjà très intéressante. Alors justement, on y vient, c'est cet appel à projet finalement qui est initié et lancé par l'AFA, qui est finalement en effet essayer de trouver de nouveaux marqueurs ou d'identifier des marqueurs. Alors on n'est pas encore à l'étape réellement de la production d'un nouveau marqueur à la maison, etc. Mais on a quand même besoin de développer de nouveaux marqueurs, de nouveaux outils de suivi. C'est quoi l'intérêt finalement de cet appel à projet? Cet appel à projet, d'abord, ce qui est, à mon sens, très intéressant, c'est qu'il reflète ce que ressentent et ce que recherchent les patients. Donc ça, c'est quand même, voilà, le médecin, son objectif, c'est de satisfaire le patient, hein, c'est la qualité du patient sur le court terme et aussi sur le long terme, bien sûr. Et donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis, un financement de l'AFA, ça fait encore plus de sens que ce soit les patients, finalement, qui orientent la recherche. Ça a énormément de sens de faire un projet sur le monitoring, sur la surveillance de l'activité de la maladie, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, et surtout parce qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui évidente qui soit déjà sur les rails ou à la limite d'une utilisation quotidienne qui répondent réellement à toutes ces attentes. Donc, il y a dans l'appel d'offres, ce que l'on pense pourrait être intéressant, c'est deux types de projets. Des projets complètement nouveaux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'innovation, vraiment de penser différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent, donc des vraiment très nouvelles pour développer des nouvelles manières de suivi, ça va être probablement avec des marqueurs, des biomarqueurs, mais peut-être pas, peut-être que ce sera d'autres options,
pour vraiment essayer de trouver des manières innovantes de monitorer la maladie. Donc ça, c'est la première possibilité en termes de projet. Puis la deuxième possibilité, ça serait pour des équipes qui ont déjà des marqueurs dans les tiroirs, entre guillemets, qui ont déjà commencé à travailler et qui ont fait sur un petit nombre des petites études, qui ont des données qui suggèrent un intérêt, d'aller confirmer dans des cohortes beaucoup plus grandes pour renforcer la confiance qu'on a en ce potentiel biomarqueur. Et là, ça serait je dirais un intérêt pour le patient plus rapide que si on part de plus loin, forcément. Ok, donc finalement, deux options en termes de résultats recherchés, soit effectivement quelque chose qui est nouveau et qui va permettre de développer bien plus tard quelque chose de réalisable et de produit, soit quelque chose qui effectivement est dans les tiroirs et qui mettra peut-être moins de temps à être réalisé. Alors, bon, juste dernière question, une question un peu prospective. Comment vous voyez le suivi des Mickey dans 10 ans? C'est une bonne question. Moi, je travaille beaucoup sur le microbiote intestinal, donc c'est sûr que je pense que le microbiote a un rôle dans la maladie, et notamment dans la détection. Le microbiote, il change, en fait, il est très sensible à l'environnement. Donc, on peut imaginer que dès que l'environnement intestinal va se perturber lié à un début d'activation de la maladie, immédiatement, il y a des choses qui vont se passer, et donc potentiellement, on peut les détecter pour détecter l'activation de la maladie. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'intéressant. Après, le problème, c'est que monitorer les selles de manière très rapprochée, aujourd'hui, ça reste assez compliqué quand même. Il y a certaines équipes qui ont mis en place, créé des toilettes qui mesurent des marqueurs dans les selles quasiment en temps réel. Bon, à mon sens, ça ressemble plus à un gadget qu'autre chose. J'ai du mal à imaginer qu'on va, pour les très nombreux patients qui ont ces maladies, mettre en place ce genre de choses. En revanche, souvent, quand on pense microbiote et quand on pense intestin, on pense uniquement selles. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'activité du microbiote et ce qui se passe dans l'intestin peut être mesuré par des choses dans le sang. En fait. Il y a tout un tas de choses qu'on peut voir dans le sang et qui reflètent l'activité du microbiote ou ce qui se passe dans l'intestin. Et je ne parle pas de CRP, qui est un marqueur plus d'inflammation. Donc, on pourrait imaginer que certains marqueurs qu'on trouve dans le sang, mais qui reflètent ce qui se passe dans l'intestin, puissent être mesurés de manière très rapide, quasiment continue, un peu, encore une fois, comme ce que font les diabétiques. Maintenant, ils ont accès à des patchs qui mesurent en permanence, sans douleur, sans rien du tout. Qui enregistrent en temps réel, soit le patient passe son téléphone ou un autre outil sur le patch et il a la mesure instantanément. On pourrait imaginer ce genre de choses pour mesurer l'activité de la maladie. Ça, c'est une possibilité. Après, il y a aussi la problématique et donc intervenir avant qu'il y ait un cancer authentifié qui se manifeste. Et donc là aussi, on peut imaginer des marqueurs sanguins, des marqueurs fécaux, peut-être des nouveaux examens d'imagerie, parce que la coloscopie, on se rend bien compte que c'est quand même difficile, que c'est notamment pour certains patients qui ont des risques importants, comme les patients qui ont une cholangite sclérosante primitive, en plus de leur Mickey. Voilà, faire une coloscopie tous les ans, c'est extrêmement lourd. Et on sait en plus que ce n'est pas 100% efficace. C'est bien sûr bien, mais ce n'est pas 100% efficace. Et on a aussi des patients qui en ont tellement assez qu'ils arrêtent de se faire surveiller. Donc, là aussi, pour cette indication précise, avoir des marqueurs dans le sang, dans les selles, ou pourquoi pas, là, on pourrait se permettre quelque chose d'un petit peu plus complexe, une imagerie un peu nouvelle, qui serait pas une anesthésie, juste une imagerie. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ok, très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, maintenant, on attend un petit peu les différents projets qui seront candidats dans cet appel, dans cette bourse exceptionnelle. Et puis, prochain résultat avec les équipes lauréates en octobre 2022. Merci beaucoup, Harry Sokol, pour cette interview exclusive sur le suivi des maladies. De rien, au revoir.